Justement à la création de l'internationale communiste. 100 ans après, on a trouvé cette occasion pour évoquer l'histoire de l'internationale communiste. Comme vous l'avez vu, l'intitulé de cette journée d'études, c'est un intitulé qui s'appelle « Approche transnationale de l'histoire de l'internationale communiste ». Ça veut d'abord dire dès le titre que nous n'avons pas l'ambition ni même le souhait de faire une journée commémorative. J'ai vu quelqu'un qui l'avait annoncé, je ne sais plus où on évoquait la célébration de la naissance de l'internationale. Ni commémoration, ni célébration. Pour autant, la suite du titre, approche transnationale, c'est justement, ça peut sembler pour certains quelque chose d'une sorte de grande banalité. Aborder l'internationale communiste avec une approche transnationale, ça semble couler de source. Je dirais que pour un certain nombre d'historiens ou de chercheurs qui sont au courant des études sur l'internationale communiste, ça n'est pas si vrai que ça, parce que pendant très longtemps, l'histoire de l'internationale communiste d'abord a été relativement limitée, et deuxièmement, elle se bornait ou elle se concentrait surtout sur ce que l'on pourrait appeler l'organisation centrale et l'Europe. Et alors que l'internationale communiste, c'est pas seulement un noyau en quelque sorte institutionnel intitulé ou appelé le Comintern, mais un ensemble d'organisations. On a pu parler de nébuleuses, de constellations, de systèmes solaires, enfin il y a plein de métaphores, mais toujours est-il que une partie de l'histoire de l'internationale communiste se déroule à travers des organisations et des mouvements qui lui sont associés, qui ont une vie propre et qui sont dans des domaines spécifiques et souvent hors de l'Europe et pas seulement européens. Donc justement, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est décentrer un peu le regard, nous intéresser à évidemment cette histoire avec un certain nombre d'interrogations qu'elle comporte, mais en même temps avec un regard sur de nouvelles recherches et de nouvelles ouvertures. Alors cette journée d'études, elle commence évidemment par quelques moments, enfin rapides. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'historiographie de l'internationale communiste. Il y a pas mal de travaux et d'ouvrages dans la discussion, on pourra les évoquer, qui l'évoquent. Non, ce que je voudrais évoquer, c'est justement ce que l'on pourrait appeler les éléments nouveaux. Je partirai de la fin, je l'aborderai cet après-midi, la fin de l'internationale. Mais quand on regarde les propos, maintenant qu'on a internes, de Staline sur l'internationale, et pourquoi il faut dissoudre l'internationale, en privé, il dit « Sans doute, nous n'avons pas bien fait de créer l'internationale. Sans doute, nous avons surestimé la possibilité de faire une révolution mondiale. » C'est-à-dire que c'est le projet lui-même de l'internationale communiste qui, au moment de sa dissolution, dans des conditions concrètes et des circonstances sur lesquelles on peut revenir, mais qui est mis en cause. Ça explique pourquoi, finalement, dans la mémoire communiste internationale, dans l'histoire officielle des partis communistes et du mouvement communiste, la place de l'internationale a toujours été finalement très faible. Et que dans la culture militante même, cette histoire n'avait pas sa place. Et de sorte que, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, dans les 20 dernières années en fait, même un peu plus, à partir des années 90, on assiste à un renouveau de l'histoire internationale qui s'est en quelque sorte développé sur deux registres. Un registre qui a été celui lié à l'accès aux archives, à l'accès aux archives du Comintern à partir des années 90. Et ceci a permis de reconstituer les processus de décision, de mieux comprendre les débats internes,
jusqu'alors connues seulement par des littératures périphériques, notamment celles des dissidents, des opposants, qui avaient apporté pas mal de choses. Mais après les années 90, où on a eu une série d'ouvrages et de travaux dont un certain nombre de responsables sont dans la salle, d'ailleurs, ils se reconnaîtront. On ne va pas faire un florilège tout de suite, on le fera au fur et à mesure, on citera les jalons de cette histoire. Dans les années 2000, après un certain creux des recherches, on a eu une nouvelle génération de chercheurs et de thématiques, justement, sur des thématiques plus transversales, sur l'histoire du Comintern. Et dans les années 90, on s'était intéressé beaucoup à la période stalinienne, aux années 30, et dans les années 2000-2010, l'intérêt pour les années 20 a pris une nouvelle ampleur, notamment en liaison avec les travaux concernant la révolution russe et ce qu'avait été le premier conflit mondial et l'effervescence de l'histoire politique et culturelle de l'Europe et du monde au moment du premier conflit mondial. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le programme qu'on a organisé aujourd'hui. Le programme, vous voyez, peut-être il vous déroute, parce qu'il n'y a personne, sinon moi, qui va faire un effort, et je pense que Jean-François, je vous dirai pourquoi, va m'accompagner un peu dans cet effort de mise en place chronologique, mais autrement, on va supposer connues les grandes lignes de l'histoire de l'international, mais qu'on évoquera au fur et à mesure. Hein. Mais pas systématiquement, on ne va pas faire le récit d'une histoire pour laquelle je vous conseillerais de vous reporter à une série d'ouvrages, de bons ou moins bons livres. Mais enfin, je ne vais pas exagérer puisque j'ai été partie prenante de cette écriture. Je ne vais pas m'auto-référencer. En ce qui concerne l'organisation de la journée, ce matin, nous allons plutôt parler des années 20, mais l'après-midi aussi. Mais on va aborder les questions de la langue internationale, la question de la responsabilité du rôle de Boukharine dans l'international communiste sous sa forme politique et théorique, et avec Maurice, avec Jean-François Fayet sur la question de l'espéranto, qui n'est pas qu'une question anecdotique qui peut faire sourire quand on ne connaît pas le sujet, et justement, et qui est une approche très intéressante du problème de la langue internationale, hein, cette question. Et Stéphanie Precioso, qui intervient auparavant, n'est pas à mes côtés. Elle n'est pas à mes côtés, nous le savons depuis avant-hier. Sa mère avait des problèmes de santé, elle a dû faire en Suisse toute une série d'examens. Stéphanie est une bonne fille. Et donc elle a accompagné sa mère à l'hôpital toute la journée hier, elle n'a pas pu être là ce matin. Donc, comme en même temps, on avait convenu de faire par Skype sa communication, mais avec le vidéoprojecteur, tout ça a été bien, sauf que on a passé la soirée hier, et Jean-François est témoin, et encore ce matin pour voir comment elle saurait se servir de Skype, et c'est un échec. Un échec qui est dû à un ensemble de facteurs dans lesquels on ne va pas s'appesantir, peut-être des facteurs techniques ou aussi un manque de pratique. Possible. Toujours est-il qu'en désespoir de cause, elle m'a envoyé son texte que j'ai devant les yeux, mais il est hors de question que je vous le lise. Parce que ça, je le découvre avec vous, et donc je le découvrirai avec vous, et c'est un texte tout à fait intéressant que j'ai parcouru, mais que je ne peux pas vous lire. Donc, nous allons remplacer, c'est pas possible, à la place simplement de l'intervention de Stéphanie à laquelle je me référerai, je dirai quelques mots pour ouvrir la journée sur les années fondatrices. Les années fondatrices, le contexte de la fondation, des origines de l'international. Je dirais que ça concernera beaucoup mes réflexions, mais aussi celles de Stéphanie. Mais vous voyez, je les prends à mon compte. Ensuite, dans la publication, nous utiliserons évidemment le texte de Stéphanie.
Cela dit, je serai bref. Je vais prendre à peu près 5 minutes, 5-10 minutes au maximum pour faire cette présentation et ensuite je passerai la parole à Jean-François. Chacun des intervenants ayant 30 minutes. Et je vous propose qu'après chaque intervention, puisque nous avons le temps, nous pourrons faire une discussion. Hein, nous pourrons faire une discussion, un échange. En ce qui concerne les origines de la création de l'internationale communiste, comme je vous l'ai dit, pendant très très longtemps, il y a eu à la fois quelques récits, beaucoup d'ignorance, si ce n'est en France les travaux pionniers de Pierre Brouet, qui dans les années 60 a publié les documents du premier congrès de l'internationale communiste allant jusqu'au du premier congrès, puis ceux allant jusqu'au deuxième congrès. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu en France d'histoire documentaire et documentée de l'internationale communiste qui donne tous les documents, comme ça a été fait par ailleurs par nos amis canadiens et américains autour de John Riddle, ou avant par Aldo Agosti aux éditeurs Reuniti en Italie, il y a maintenant une bonne trentaine d'années. Et pour nous, ça a duré 10 ans au moins, l'édition, c'est quelque chose d'impensable. En France, aujourd'hui, si on y arrive, peut-être, ça sera sous une forme évidemment plutôt numérique, mais accessible à tout le monde. En ce qui concerne ce qu'il faut connaître, et peut-être ce sur quoi on peut réfléchir aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait rien, en quelque sorte, d'automatique dans la création de cette troisième internationale communiste, qu'elle est au croisement de deux éléments. D'une part, des circonstances, comme toujours, et un mouvement plus profond. Les circonstances, c'est au début de l'année 1919, les partis socialistes qui ont été divisés par la Première Guerre mondiale, un certain nombre de dirigeants de grands partis socialistes, notamment du côté de l'entente, du côté de ceux qui sont les pays vainqueurs, vont prévoir une réunion en Suisse pour essayer de recoller les morceaux de l'internationale socialiste. Pendant la guerre, la Suisse a été un lieu où les minoritaires de l'internationale socialiste, ceux qui étaient opposés à l'union sacrée, c'est-à-dire opposés aux politiques dites de guerre des partis socialistes, se sont retrouvés à Zimmerwald et à Kiental en 1915 et en 1916. Un mouvement s'est créé à cette occasion, qui est un mouvement qui lui-même était divisé en plusieurs courants, ces courants étant ceux qui souhaitaient se battre pour la paix et reconstruire l'internationale socialiste pour l'après-guerre sur de nouvelles bases, et ceux qui pensaient que la guerre et la crise de l'internationale socialiste mettaient à l'ordre du jour à la fois la révolution et à la fois la nécessité d'une nouvelle internationale. Ce dernier courant étant minoritaire, mais étant notamment structuré autour de Lénine et des bolcheviks qui avaient une position minoritaire, très minoritaire. En 1917 se passe un événement que personne n'avait prévu, ni même attendu dans ces circonstances, c'est la révolution. La révolution russe qui, au cours de l'année, quand je dis la révolution, c'est un ensemble de processus révolutionnaires. Au cours de l'année 1917, se positionnent les différents courants socialistes à l'égard de cette Russie révolutionnaire. Il y en a qui s'inquiètent de la révolution, après s'en être félicités, parce que la question de la guerre prime à leurs yeux. Ainsi, des délégations des partis socialistes européens de l'Europe occidentale viennent en visite pour essayer d'entraîner, enfin de faire en sorte que le gouvernement révolutionnaire russe continue la guerre. C'est le cas de Albert Thomas, de Marcel Cachin, qui visitent au printemps 1917 le gouvernement russe. Vous savez que les choses tournent autrement, que ce sont les bolcheviks et ceux qui souhaitent la fin de la guerre qui l'emportent, dans un mouvement qui est un mouvement qui associe le monde ouvrier et surtout les soldats. La prise du pouvoir par les bolcheviks à la fin de l'année 1917 change la donne.
Au niveau international, il y avait un projet d'une grande conférence socialiste à Stockholm qui finalement n'aura pas lieu, non seulement parce qu'il y a des divisions parmi les partis socialistes, mais parce que les États en guerre refusent aux différents partis socialistes la possibilité de rejoindre Stockholm. Et donc à partir de là, on peut dire que fin 1917, il n'y a absolument plus de mouvement ni organisé par les partis majoritaires socialistes, ni par les minoritaires, pour aller vers une organisation internationale. Tout est bloqué, y compris la révolution russe, si j'ose dire, a autre chose à faire. Les révolutionnaires russes, les bolcheviks et les socialistes révolutionnaires, puis les bolcheviks tout seuls, sont embarqués dans la guerre civile, d'une part, et d'autre part, dans la riposte à la guerre étrangère, qui commence un peu plus tard, qui commence vraiment à la fin de l'année 1918. Et donc, pendant une année, le gouvernement bolchevique, préoccupé par les luttes internes, par les liens avec l'Allemagne, et notamment la question paix ou guerre avec l'Allemagne. Finalement, il y a la paix de Brest-Litovsk au printemps 1918, qui divise le parti bolchevique et les révolutionnaires et russes. Et ce qui va sans doute être décisif, c'est l'encerclement de cette révolution et les premières interventions étrangères sur le territoire russe. Dans l'hiver 1918-1919, la situation devient dramatique, sinon préoccupante. Du point de vue stratégique, le territoire contrôlé par le nouveau pouvoir se restreint à la zone qui va, enfin se restreint, c'est déjà un vaste territoire du point de vue de la France, mais du point de vue de l'empire, de l'ancien empire russe, c'est juste, enfin c'est principalement la zone qui va de Petrograd à Moscou. L'Ukraine au sud, l'Oural à l'ouest, à l'est, les parties évidemment à l'ouest sont perdus, ne sont pas contrôlés par ce gouvernement. C'est dans ce contexte que les bolcheviks, en riposte à l'annonce de la conférence de Berne, Lénine en tête, vont annoncer, vont convoquer, inviter à Moscou une autre conférence pour soutenir la révolution russe et défendre le mouvement révolutionnaire. Ce qui est intéressant, si vous reprenez d'ailleurs le texte d'invitation de Lénine, il n'est pas formellement annoncé ni même proposé de construire une nouvelle organisation. La réunion est simplement et surtout une réunion pour mobiliser les forces du mouvement zimmerwaldien, du mouvement qui s'est prononcé pour la révolution et le soutien à la révolution russe. Quand au début du mois de mars, cette réunion se tient, elle se tient pas à Petrograd, elle se tient à Moscou. Ça n'est pas par hasard, c'est devenu la capitale et surtout elle est mieux protégée, elle est plus au cœur de l'espace contrôlé par le pouvoir bolchevique. Il y a une cinquantaine de délégués. La plupart de ces délégués sont des délégués qui représentent des minorités, soit de socialistes ou communistes en Russie, et il n'y a pratiquement aucune délégation d'organisation constituée. La seule organisation qui a envoyé des délégués avec un mandat, c'est le tout jeune mouvement communiste allemand, issu du spartakisme et qui vient de se transformer en parti communiste, alors même que la répression en Allemagne, vous le savez, a amené l'assassinat, le gouvernement social-démocrate a laissé faire, la soldatesque avec qui il a pris en quelque sorte, il a fait accord pour éliminer le mouvement communiste spartakiste à Berlin. Et c'est dans ce contexte que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont été assassinés à la fin du mois de janvier. Il n'en reste pas moins que les débats qui se tiennent sur 3 jours à Moscou sont des débats qui vont prendre une tournure inattendue au sens de ce qui avait été annoncé pour la conférence. La conférence se transforme en congrès fondateur à l'initiative des dirigeants bolcheviques. Je vous la fais courte parce qu'on ne raconte pas cette histoire dans le détail là, mais
la création de l'internationale communiste est décidée par la conférence qui se transforme en congrès, et en congrès fondateur. Et l'idée, c'est de créer un parti mondial de la révolution, et d'autre part, une tâche urgente, la défense de la révolution russe, menacée. Et on peut dire qu'une fois cette position qui est adoptée, à la majorité, mais pas à l'unanimité, justement parce que les représentants, notamment du mouvement ouvrier allemand, du communiste allemand, ont défendu une position qu'avait défendue auparavant Rosa Luxembourg, qui considérait qu'il ne fallait pas créer une organisation internationale a priori, mais qu'il fallait d'abord constituer des nouveaux partis qui eux-mêmes ensuite prendraient la décision de se fédérer, c'est-à-dire construire l'internationale communiste pour aller vite, la nouvelle internationale par en bas, à partir des partis, et pas par décision seulement des dirigeants à Moscou. Cette position est minoritaire, elle n'est pas écoutée, et globalement, l'année 1919 qui se déroule est une année où la nouvelle internationale va avoir une activité limitée, elle crée un bureau à Amsterdam, et il y a un peu une activité de propagande, mais rien n'est en quelque sorte développé, sinon justement l'aide à la révolution russe en termes de propagande. Le vrai moment de fondation de l'international communisme, organisation mondiale, c'est l'année suivante, c'est en 1920. Le deuxième congrès est le congrès de l'organisation. Auparavant, il y avait eu bien sûr un présidium, un secrétariat et l'idée qu'il y avait un congrès annuel. C'était ça qui était sorti du congrès fondateur. Mais l'organisation précise, structurée, avec la discipline et l'organisation mondiale, c'est au deuxième congrès. Quand on parle des conditions d'adhésion, quand on parle de la primauté du centre sur les sections, l'idée que c'est un parti mondial avec des sections nationales, les statuts, toute cette organisation-là est validée lors du deuxième congrès. Le deuxième congrès de l'international, il a lieu en juillet 1920. C'est l'apogée de l'espérance révolutionnaire russe. À ce moment-là, les troupes de la cavalerie rouge de Boudione, ils sont pas loin de Varsovie. La révolution russe a renversé en quelque sorte le rapport de force militaire. Et à ce moment-là, il y a même un courant, des courants, qui laissent entendre que la révolution, ça peut s'exporter. Ça peut s'exporter. Et on reprend les images de la Révolution française pour montrer que ça n'est pas la première fois, etc. C'est dans cette ambiance-là, qui est aussi une ambiance d'intransigeance à l'égard des partis socialistes existants, pour, en quelque sorte, selon la formule de l'époque, séparer les réformistes des révolutionnaires, les sociodémocrates des vrais révolutionnaires et des communistes. La création des partis communistes se fait dans l'année 1920-1921 pour l'Europe et commence à se faire ailleurs, en Asie et en Amérique, aussi dans la même période, à travers une série d'épisodes qui participent toujours de la même idée, l'expansion rapide, le projet d'une révolution mondiale et imaginer des structures pour la porter. Dans la même année, on va commencer à évoquer les questions du syndicalisme, mais on n'y arrive pas. On va évoquer les questions de l'organisation extra-européenne. C'est la conférence de Bakou en septembre 1920 qui évoque l'alliance entre les peuples coloniaux, ce qu'on appelait les peuples coloniaux, et les peuples et les classes ouvrières de l'Europe. On en reparlera, puisque cet après-midi, Habib évoquera justement cette question de l'internationale communiste face au monde colonial. Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est le moment de grande expansion du projet, de la perspective. Dès l'année suivante, après, rassurez-vous, je ne vais pas arrêter, dès l'année suivante,
en 1921, le 3e congrès de l'Internationale opère déjà ce qui sera pas le quotidien, l'accoutumée de l'Internationale, c'est-à-dire un premier grand tournant. Hein. À force de tourner, c'est vrai que la perspective stratégique parfois se perd, hein, surtout que d'un tournant après l'autre, on ne revient pas forcément au point de départ. Et donc, ce tournant de l'été 1921, c'est le tournant où Lénine et Trotsky, de concert, annoncent la nécessité d'une nouvelle étape. En Russie, c'est la NEP, après le communisme de guerre, c'est la NEP, et au plan international, ça va être, bon gré mal gré, après les échecs de la révolution allemande ou les difficultés de la révolution allemande, ce qu'on a appelé aller aux masses et faire le front unique. Après avoir l'année 1920 marqué la nécessité de se séparer de façon totale du réformisme, on annonce la nécessité de s'allier avec ce mouvement social-démocrate. Pourquoi ? Eh bien, c'est l'année des grandes famines, de la grande famine en Russie, c'est l'année de la crise, des difficultés du pouvoir soviétique avec même les bolcheviks, voire l'épisode de la révolte des soldats de Kronstadt. Et c'est aussi le fait que la situation économique européenne s'est stabilisée, reconstituée en partie. À partir de là, le Comintern va essayer de s'engager dans la constitution d'organisations de masse. C'est là où je voulais en venir. De nouvelles organisations syndicales, organisations diverses, organisations sportives, organisations des femmes, organisations culturelles. Et cette nouvelle orientation, évidemment, nous intéresse parce qu'elle est ce qu'on pourrait appeler le signe qu'une partie de l'horizon politique, de l'horizon révolutionnaire s'éloignant, il faut en quelque sorte faire un nouveau travail de conviction culturelle, sociale, politique, en tenant compte des revendications d'une partie de la population proche des idées socialistes ou communistes, mais pas convaincue d'entrer dans la lutte révolutionnaire. Et évidemment, ce processus a des effets tout à fait durables, et je pense qu'au-delà même de l'histoire de l'international, cette histoire de toutes ces organisations nous intéresse. Je terminerai à propos des origines, mon propos en disant, on voit bien que la création de l'international s'est constituée dans un climat qui était un climat dans lequel révolution russe et révolution mondiale semblaient en quelque sorte associées, formaient un couple. Et très vite, dès 21, il y a en quelque sorte découplage. Le découplage va se faire progressivement, mais progressivement, l'idée c'est que la révolution, elle s'incarne dans la révolution russe et que la révolution mondiale est en quelque sorte, l'horizon de la révolution mondiale s'éloigne. Et il est évident que ça a des effets profonds sur le rôle et la nature même du Comintern, de l'international communiste. Cette situation, cette fracture ou cette faille. Périodiquement, pour autant, il y aura un certain nombre d'effets retours, de tentatives pour revenir vers le projet Révolution mondiale et Comintern. Justement, Boukharine sera un de ceux qui essayent de penser, de formaliser cela. En même temps, les divisions dans le parti russe, le parti bolchevique, entre Staline, Boukharine, mais surtout Zinoviev, va mettre à l'ordre du jour cette question comme une antinomie, le socialisme dans un seul pays comme alternative à la révolution mondiale. Il est certain qu'à partir de ce moment, la fragilité de l'international communiste en tant que projet autonome de parti mondial de la révolution s'est approfondie. Mais ça, nous le reverrons au long de la journée à travers différentes approches qui, en même temps, vont nous permettre de voir la diversité, l'originalité de l'activité du Comintern, au-delà même de son lien direct sur lequel on pourra revenir avec le pouvoir soviétique. Voilà, c'est quelques mises en place chronologiques
sachant que, comme vous le savez, si je me sens obligé de dire que la fin de l'internationale communiste, c'est 1943, dissolution pendant la guerre, la troisième internationale communiste disparaît dans la Deuxième Guerre mondiale, comme la première avait été secouée par la répression de la Commune et la guerre franco-prussienne, et la Deuxième internationale, en tant que telle, avait été secouée par, plus que secouée, détruite en fait par le premier conflit mondial. Est-ce que le deuxième conflit mondial explique la fin de l'internationale communiste? Nous essaierons de voir ça cet après-midi. Je ne pense pas. C'est plus profond que cela, mais les circonstances, effectivement, sont tout à fait intéressantes à étudier. Donc, merci de m'avoir supporté, alors que ce n'était pas prévu pour cette ouverture, et je vous propose de passer la parole maintenant, sans transition, à Jean-François Fayet, qui est professeur à l'université de Fribourg, qui a été l'auteur de nombreux travaux sur le communisme et l'anticommunisme, l'auteur d'une thèse magistrale et d'un ouvrage fondamental sur Karl Radek, il y a déjà quelques années, et qui, depuis, continue de travailler. Ces dernières années, il a été un des grands animateurs des travaux et de la réflexion sur la Révolution de 1917, l'auteur de différentes expositions ou livres qui sont faits avec la BDIC à Nanterre et différentes activités qui ne l'ont pas éloigné du sujet de l'international, d'autant qu'il suit de façon tout à fait constante la production des recherches russes dans ce domaine. C'est donc une recherche originale qu'il nous présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour ce tableau, alors tout à fait réussi, la genèse et tout ça. Je dirais juste un petit point, peut-être, parce que c'est important pour l'importance de 1920. Je crois qu'on va sous-estimer l'échec de la République des conseils de Hongrie, qui a été véritablement un traumatisme. Et je crois qu'on est en train de revenir sur ce point. C'est que parmi les conditions du deuxième congrès, ils ont en tête le souvenir de la fusion qui avait été imposée entre les sociodémocrates et les communistes, et c'est ça qui apparaît comme la cause de l'échec. Et on s'était nourri de cette expérience. Et Béla Kun est le héros de cette récit. Alors, merci beaucoup pour cette invitation, pour participer à cette journée où je retrouve beaucoup de collègues. Et je vous propose un sujet qui est intitulé « Une langue internationale pour une révolution mondiale ». L'année 1917 fut pour les espérantistes de Russie une année d'espoir, malgré la mort de Ludwig Zamenhof, qui 30 ans plus tôt avait publié à Varsovie, en russe, puis en français, en allemand et en polonais, le livre premier de sa langue internationale, sous le pseudonyme de Docteur Espéranto, ce qui signifie « celui qui espère ». Bien qu'apparu en Russie, l'espéranto y avait rapidement suscité l'hostilité déclarée du régime en raison du soutien que ce courant avait obtenu parmi les amis de Tolstoï, puis après la Révolution de 1905, au sein du mouvement ouvrier. Ainsi, les événements russes de 1917, et je partage tout à fait la présentation de Serge, c'est-à-dire, il faut penser 17 comme un processus révolutionnaire, hein, pas coupé simplement au février ou octobre, comme un processus. Et les événements de 17 apparurent donc à de nombreux espérantistes de Russie comme une chance. Sans être bolcheviques, la plupart des espérantistes russes avaient largement approuvé le décret sur la paix, et surtout ils se sentaient en harmonie avec l'internationalisme proclamé du nouveau régime. Cette convergence supposée des aspirations respectives des communistes et des espérantistes semblait si naturelle que dès 1920 apparut dans la presse européenne, notamment allemande et polonaise, un certain nombre de rumeurs sur l'adoption de l'espéranto comme langue officielle en Russie soviétique. Alors, l'information fut rapidement démentie, mais les années de guerre civile furent bien marquées par une forme d'éclosion spontanée de groupes espérantistes, en particulier parmi les bataillons internationalistes ou sur le front ottoman et aussi parmi les ouvriers des transports.
Donc, forte de cet engouement, des associations espérantistes se manifestèrent auprès des autorités soviétiques. Alors, dans un premier temps, elles le firent de façon très polie, sous la forme de simples offres de services, proposant par exemple au commissariat du peuple aux affaires étrangères de leur ouvrir une section espérantiste. Puis, de façon plus vindicative, mettant l'internationale communiste au défi de créer les conditions d'un internationalisme prolétarien effectif. Ainsi, le 27 juillet 1920, le comité espérantiste de Moscou interpelle l'exécutif de l'internationale communiste en ces termes. C'est une citation. En tant que prolétaires communistes, nous devons à tout instant nous rappeler que si nous, prolétaires communistes, nous voulons vraiment l'union des prolétaires, son intermédiaire des intellectuels, nous devons immédiatement entreprendre l'application pratique de l'espéranto, langue prolétarienne internationale. Que demander l'avis de nos spécialistes polyglottes en faveur de l'espéranto reviendrait à demander aux cochers leur avis sur l'utilisation des automobiles. Et comme vous le savez, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, les cochers berlinois se sont mis en grève pendant plusieurs mois quand il y a eu une introduction des voitures. Nous espérons donc que pour le 3e anniversaire de la grande révolution d'octobre, il ne sera pas répondu à la question de la langue internationale par une déclaration de sympathie platonique, mais par des mesures de réalisation concrètes. La question de l'adoption d'une langue internationale par l'internationale communiste peut sembler relativement secondaire. Elle n'est d'ailleurs jamais abordée dans aucun ouvrage fait par des historiens du communiste, à l'exception des espérantistes. Et c'est pour ça que j'aimerais grande reconnaissance de la bienveillance et l'ouverture d'esprit des organisateurs de cette journée de m'avoir accepté avec un sujet qui peut apparaître dans un premier temps relativement secondaire. Et c'est vrai que si on regarde les enjeux qui se posent à l'international communiste en 1920, sans parler de la guerre avec la Pologne, on peut tout à fait imaginer que la question d'une langue internationale n'est pas la plus importante. Ce dont je voudrais néanmoins essayer de vous convaincre, c'est qu'elle constitue, par la pertinence des problèmes soulevés et la façon dont les dirigeants de l'international communiste vont s'efforcer de ne pas y répondre, un symptôme très révélateur du fonctionnement interne de l'international, fonctionnement basé sur le contrôle de l'information et très rapidement des discussions, de l'importance des intellectuels polyglottes dans les organes dirigeants de l'international communiste et de la nature qu'on va qualifier de relativement mouvante de son internationalisme. Dès son 2e congrès, l'international communiste est en effet confronté à ce que Pierre Brouet appelait le problème des traductions. La question ne s'était pas posée dans le cadre du premier congrès, puisque comme l'a rappelé Serge, en fait, sur la cinquantaine de délégués, il y a plus de 40 délégués en fait, qui étaient issus, c'est souvent des anciens prisonniers de guerre ou des gens qui séjournaient en Russie depuis plusieurs années, et ce qui fait que lors du premier congrès, il y a quasiment tout le monde qui parlait le russe. Dans le cas du 2e congrès, là c'est tout à fait différent, et donc les principaux documents ont été dactylographiés en 4 langues, l'allemand, l'anglais, le français et le russe. Mais les interventions lors du congrès se font sans traduction simultanée, ce qui bien sûr limite grandement les possibilités de discussion. Souvent, les traductions qui ne reproduisent pas les interruptions ne sont que des résumés. Mais parfois, le traducteur, et c'est tout à fait le cas par exemple d'Angelika Balabanov, on en a de nombreux témoignages, parle sans notes et plus longtemps que les orateurs, ce qui immédiatement crée un certain nombre de soupçons sur l'authenticité des traductions. Et surtout, plus important, plus rapidement, dès 1921, apparaissent des cas où l'exécutif est soupçonné d'avoir privilégié la traduction du discours d'un intervenant aux dépens d'un autre sur la base de considérations de tendance. Je vais trouver un exemple très révélateur, c'est en 1921, lorsque le parti allemand doit discuter des textes de l'international, la résolution de Trotsky arrive 2 semaines, la traduction de l'intervention de Trotsky n'arrive que 2 semaines après les discussions. Ça, c'est le premier problème, donc comment on peut faire effectivement des débats sans des traductions simultanées.
Surtout, la question des traductions est-elle indissociable de celle de la prédominance des intellectuels polyglottes dans l'appareil de l'internationale communiste? Comment, en effet, envisager ce qu'on pourrait appeler les carrières de Radek, Rakowski, Balabanov, Humbert Droz, Pogani, hein. Il y a beaucoup de Suisses et des Hongrois, des gens qui ont l'habitude, qui sont un peu contraints de parler des langues, Rákosi, Kurela, indépendamment de leurs connaissances linguistiques. On peut d'ailleurs rappeler que les Russes qui sont membres de l'exécutif de l'international parlent l'allemand et, pour la plupart d'entre eux, aussi l'anglais. Alors après le 5e congrès de l'international communiste en 1924, ce n'est plus l'allemand qui domine les débats, mais le russe, ce qui en soi témoigne déjà d'un début de processus de russification de l'international. Et le russe devient la langue dominante et l'une des clés pour grimper dans l'appareil. Hein. On peut tout à fait supposer que la promotion de Suzanne Giraud ou quelqu'un comme Heinz Neumann doit beaucoup à leur excellente maîtrise de la russe. Dans le cas de Heinz Neumann, ça me semble tout à fait évident. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le capital linguistique représente, du moins durant les premières années, un critère tout à fait déterminant pour l'obtention d'une position au sein de l'international. Puis, de la critique des intellectuels qui, selon les espérantistes, monopolisent les échanges entre les humains, ils en arrivent rapidement à celle de la direction du mouvement communiste, en rappelant en des termes très proches de l'opposition ouvrière, mais qu'aurait volontiers suivi aussi Rosa Luxembourg, que c'est aux chefs à suivre les masses et non pas aux masses à suivre les chefs. Derrière la question des langues se profile donc celle de la direction du mouvement. Mais cette question, comme celle des implications pratiques de l'internationalisme, de l'international communiste, touche de trop près aux idéaux proclamés du mouvement pour être l'objet de débats ouverts. Et toute la stratégie de l'exécutif de l'international communiste à l'égard des espérantistes va dès lors consister à entraver leur travail, à entraver la diffusion de l'espéranto, sans jamais condamner officiellement ni l'espéranto, ni les espérantistes. Tout le monde m'entend pour la salle, ça va? Merci. La première partie est intitulée « La commission d'études pour l'adoption d'une langue internationale auxiliaire dans l'international communiste ». Le sous-titre de cette partie pourrait être « Zinoviev aurait été un très bon parlementaire bourgeois, hein, comme vous le savez tous, comment enterrer une bonne question, on crée une commission, et c'est exactement ce qui va se passer. » Pour les raisons que je viens d'évoquer, l'interpellation de l'international communiste par les espérantistes gêne l'exécutif qui va traîner les pieds pendant plusieurs mois avant d'annoncer la création d'une commission d'études pour l'adoption d'une langue internationale dans l'international communiste. Une étude de ses membres et surtout de la question à laquelle la commission doit répondre permet immédiatement de voir le piège qui a été tendu aux espérantistes. Le mandat confié à la commission consiste en effet à savoir si l'adoption d'une langue auxiliaire, et là c'est moi qui rajoute, sans aucune référence directe à l'espéranto, est déjà pratiquement possible. Or, l'espéranto n'est ni la première, ni la seule langue internationale auxiliaire. Des centaines de langues internationales auxiliaires, dont le célèbre Volapük, les célèbres en France, je crois à la phrase de Gaulle, sont apparues de la fin du XIXe siècle au premier XXe siècle. Alors certes, en quelques années, l'espéranto a largement éclipsé tous les systèmes concurrents. Mais l'IDO, une langue internationale dérivée de l'espéranto, IDO, ça signifie d'ailleurs fille ou fils, possède des partisans influents. Alors, les idistes, donc les partisans de cette langue auxiliaire qui sont le Edo, au niveau international, ils représentent quasiment rien, c'est seulement 3%. En Russie, ils sont inexistants, mais ô surprise et miracle de la commission de Zinoviev, ces gens vont être fort bien représentés au sein de cette commission. La présidence de la commission a été confiée à Joseph Pogani, qui lorsqu'il était, donc c'est un communiste hongrois, et lorsqu'il était commissaire du peuple à l'éducation de la République des conseils d'Hongrie, avait commandé
à l'Académie de Budapest une enquête pour l'introduction d'une langue internationale à l'école, et cette enquête se serait conclue en faveur de l'introduction de l'IDO. Je dis serait parce qu'en réalité, il n'y a aucun document officiel qui existe qui permet de le prouver. Donc le président, c'est déjà quelqu'un qui s'était prononcé en faveur de l'IDO. Le secrétariat est confié à un idiste, Hans Ichner, c'est un communiste zurichois qui travaille comme traducteur au comité exécutif de l'International. Donc c'est exactement tout ce que les espérantistes dénoncent. Hein. On pose la question à des gens dont le travail, dont la position s'explique justement par leur capacité à utiliser les langues. Et ce Ichner est l'exemple même des intellectuels polyglottes. Enfin, la commission intègre Henri Guibaud, vous le connaissez bien, c'est l'écrivain et journaliste polyglotte. Et s'il est là à Moscou, notamment au deuxième congrès, c'est parce que c'est lui qui fait les traductions des discours de Lénine en allemand. Donc tous ces gens auxquels on va poser la question d'une langue internationale sont ceux-là même qui n'ont bien sûr aucun intérêt à l'introduction d'une langue internationale. Et l'unique rapport qui va être produit par cette commission, qui date de juin 1921, déclare ainsi que la langue internationale peut être d'une grande utilité pour le travail de l'international communiste et que quelques-uns des projets existants comme l'espéranto et l'IDO peuvent satisfaire toutes les exigences pratiques de la communication internationale. Et là, sans prendre parti, la commission va faire la chose suivante, elle va demander aux partis communistes ainsi qu'aux organisations de masse de prendre position sur la question d'une langue internationale et de dire quelle langue internationale ils voudraient. Alors, il y a toute une série d'organisations, comme par exemple l'Internationale des anciens combattants, la Fédération internationale des ouvriers du transport, le British Trade Union Congress, qui se prononcent en faveur de l'espéranto. Mais toute une série de partis communistes, le parti tchécoslovaque, le parti du Mexique, le parti du Luxembourg, mais aussi le Sport Interne, qui eux se prononcent en faveur de l'IDO. Mais les plus intéressants, c'est quand même nos camarades paysans, qui disent seul l'anglais dispose de toutes les qualités pour devenir une langue internationale. Hein. J'espère que Jean a compris l'allusion. Loin d'aboutir à une proposition concrète, donc cette consultation à laquelle il n'est fixé aucun délai, et les manigances de l'exécutif de l'International communiste vont encore renforcer l'hostilité entre ces deux groupes. Il faut voir, c'est assez affligeant comme voir la violence des insultes entre les idistes qui traitent les espérantistes d'anarchistes libertaires et bien sûr les espérantistes qui traitent les idistes de liquidateurs. Et là, l'International va quand même faire des choses qui sont assez particulières au début. Les autorités soviétiques vont dissoudre dès décembre 1921 la section espérantiste de l'International communiste, alors que le secrétariat de la Fédération internationale communiste de IDO, qui est resté dans la littérature, je vous donne le terme, même si on ne le trouve pas souvent, le Kiefintern, c'est la découverte d'une nouvelle internationale communiste, qui a été confié à Franz Milter, un Estonien dont les fonctions sont très intéressantes. Il travaille pour le département information de la Tchéka et les services de liaison internationale de l'International communiste, donc tous ces gens qui sont très sensibles au contrôle des informations et des langues. Ce secrétariat du Kiefintern, il est déplacé de Paris à Moscou dans les locaux même du Comintern. Donc là, le message vis-à-vis des espérantistes, il est assez clair. Et donc, fort de cet appui, les idistes vont déclencher une véritable campagne d'intox, je ne vois pas d'autre terme, dans les milieux communistes, laissant entendre que la commission se serait prononcée en faveur de l'espéranto, et notamment avec la complicité de Willy Münzenberg, qui dans le journal du SOI laisse passer cette annonce. Alors, bien sûr, les espérantistes posent plainte, il y a les démentis de l'exécutif, mais après, ce sont les espérantistes qui se font remettre à l'ordre, puisqu'on leur demande d'arrêter de dénigrer le travail de la commission. Et donc, en fait, là, c'est parfait pour l'exécutif, qui se garde bien d'intervenir, mieux, il se contente de proposer aux deux groupes de fusionner. Alors là, ça, je ne vous raconte pas, ça va être dans un état proche de l'hystérie. Et c'est très intéressant pour l'exécutif parce que cela permet de geler le problème de l'introduction d'une langue internationale sans en porter ouvertement la responsabilité.
Et les espérantistes continueront d'interpeller l'internationale communiste à l'occasion de son 5e, de son 6e et encore de son 7e congrès, mais jamais, il n'y aura une décision officielle de l'institution. Et en fait, les espérantistes se trouvent pris, selon leur propre formule, dans un cercle vicieux. À l'étranger, tout le monde attend une décision de l'Union soviétique ou de l'internationale, et ici on nous dit que la langue internationale doit d'abord être portée par les masses étrangères. Ce sera ma deuxième partie, l'espéranto dans la lutte des classes. Des groupes locaux d'espérantistes ouvriers sont apparus dans la plupart des pays d'Europe dès avant la Première Guerre mondiale. Plusieurs organisations internationales, notamment l'Étoile libératrice qui a été fondée à Paris, se sont aussi efforcées de diffuser l'espéranto dans les milieux ouvriers. Mais la plupart des espérantistes ouvriers étaient demeurés dans le cadre du mouvement neutre, l'Association espérantiste universelle, UEA, qui a été fondée à Genève en 1908 avec l'appui de Zamenhof, donc Zamenhof, docteur espéranto, le fondateur de cette langue. Représentant les 2/3 de cette association, les ouvriers avaient créé une section baptisée Association ouvrière universelle. Mais la Première Guerre mondiale interrompit ce processus de différenciation du mouvement ouvrier espérantiste, et c'est véritablement en 1919, dans les milieux proches d'un Français qui s'appelle Eugène Adam, dit Lanty. Lanty en espéranto, ça veut dire celui qui est contre, et ce Lanty avait la réputation dans toutes les réunions de la LED d'être toujours contre, donc c'est pour ça que c'est devenu son surnom. Lanty, c'est lui en fait qui va refaire sortir cette idée d'une internationale espérantiste pour les ouvriers. Alors quelques mots sur ce Lanty, c'est un menuisier français, anarchiste, rallié aux bolcheviks en 1917, notamment sur la question de la paix. Ça a été déterminant pour les espérantistes, ils sont à 9/10 d'entre eux extrêmement pacifistes. Et c'est donc ce Lanty qui dirige l'organe, le travailleur espérantiste, donc un bulletin espérantiste, et c'est dans ce cadre qu'il développe, sous le pseudonyme de Senastiulo. Senastiulo, cela signifie celui qui n'a pas de nationalité. Celui qui n'a pas de nationalité. Et donc Lanty va développer sa conception d'un mouvement espérantiste ouvrier qui serait à la fois anational et anticapitaliste, ce qui impliquait la rupture avec les espérantistes neutres. Alors cette rupture avec les espérantistes neutres, elle aura lieu en 1921, lorsque 79 espérantistes révolutionnaires de 15 pays qui étaient venus à Prague pour assister au 13e congrès de l'Association espérantiste universelle vont faire scission pour fonder l'Association mondiale anationale. L'Association mondiale anationale, les initiales c'est SAT, S-A-T, la SAT. C'est une association visant à utiliser la langue internationale pour les buts de classe du prolétariat mondial en acceptant le principe d'une organisation révolutionnaire au-dessus des partis. Lanty, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit en termes de classe, mais qui veut être au-dessus des partis, ce qui est exactement la définition de tous les mouvements de masse, d'être au-dessus des partis. C'est la même année qu'est fondée en Union soviétique l'Union des espérantistes des pays soviétiques, la SEU, l'Union des espérantistes des pays soviétiques. Et cette union des espérantistes des pays soviétiques ne va cesser de critiquer le caractère au-dessus des partis, parce que cette union des espérantistes soviétiques, c'est une union qui s'est fondée sur un principe de loyauté au régime soviétique, ce qui lui a permis d'obtenir le monopole pour tous les contacts en espéranto avec l'étranger. Alors, aucun représentant soviétique de cette société soviétique des espérantistes n'a participé
au congrès de fondation de la SAT, mais en août 1922, Lanty se rend 3 semaines en Union soviétique. Et lors de ce séjour, il est accueilli à Moscou par les cercles espérantistes militants, dont le président, qui s'appelle Ernest Drezen, D-R-E-S-E-N, Ernest Drezen, qui est un linguiste professionnel. Lanty rencontre aussi à l'exécutif de l'internationale communiste Rákosi, Rákosi qui est bien sûr très proche de Pogani, et la phrase de Rákosi, elle est très intéressante, et elle dit déjà tout, et là Lanty a déjà tout compris, qui le met en garde contre les espérantistes, dont beaucoup sont des contre-révolutionnaires. Alors, Lanty revient en France avec des impressions extrêmement pessimistes sur l'avenir de l'Union soviétique, mais ce sont surtout les divergences avec Drezen, donc le président de la Société des espérantistes soviétiques, qui va marquer leurs relations futures. Le principe de la SAT, de cette association mondiale nationale, fonctionne sur la base d'une adhésion individuelle. C'est-à-dire que c'est chaque personne qui doit s'inscrire. Or, comme vous le savez, les soviétiques, ils aiment beaucoup les adhésions collectives. Et comme ils étaient la plus grande organisation, s'il y avait eu un principe d'organisation par section, c'est les soviétiques qui auraient la direction du mouvement. Mais comme c'est un principe d'adhésion individuelle, en réalité, d'entrée, les soviétiques sont un petit peu marginalisés. Drezen, le soviétique, donc, reproche surtout à Lanty le caractère au-dessus des partis de son organisation. Mais au-delà des désaccords tactiques, les deux organisations sont surtout, me semble-t-il, à l'image de leurs dirigeants, sociologiquement très différentes. La SAT, et les gens autour de Lanty, je dirais que la SAT est une organisation qu'on pourrait vraiment qualifier d'ouvriériste. Lanty est lui-même un menuisier autodidacte, proche du syndicalisme révolutionnaire, alors que la société soviétique est, selon Robert Guinov, je crois qu'en France vous le connaissez bien, Robert Guinov c'est le célèbre Yvon, c'est ce mineur qui a vécu 15 ans en Union soviétique, qui est très proche de Lanty, qui est lui aussi beaucoup plus proche des milieux anarchistes que des milieux communistes, et lui qui dit que la Société des espérantistes soviétiques est un mouvement sans contact avec les masses, composé d'intellectuels. Alors pendant plusieurs années, la ligne du front unique a été évoquée par Serge, ligne qui à partir de 21 amène en fait les communistes en direction des masses, va favoriser la coexistence des deux organisations. Et on peut même constater qu'une partie importante des activités de la SAT passe sous le contrôle des communistes, ce qui ne manque pas de provoquer une chute des abonnements et de nombreuses tensions. Il y a un groupe d'anarchistes qui très rapidement va faire scission pour fonder une nouvelle Union mondiale des anarchistes espérantistes.